merci d'être venus si nombreux. Je vois que le Liban intéresse toujours beaucoup. En tant que Libanais, ça me fait plaisir. Bien que mon travail consiste souvent à enlever pas mal d'illusions au sujet du Liban, de l'économie libanaise en l'occurrence, etc. Et donc à ramener un petit peu les gens sur terre. Et justement, aujourd'hui, on va parler de l'économie libanaise. On a décidé de commencer par ça. Y a-t-il récession? Y a-t-il stagnation? Si on entend les gens, vous êtes à Beyrouth, tout le monde gueule, ça va très mal, les hôtels sont vides, les restaurants ne remplissent plus, les boîtes de nuit ne fonctionnent pas, etc. Pourtant. Donc, on va un petit peu ramener les choses à leur juste dimension, à la réalité, tout ça. Je voudrais juste commencer par dire que, évidemment, je suis là à titre personnel et que je collabore évidemment avec beaucoup d'institutions internationales, mais ce que je vais dire, les opinions qui sont émises, n'engage en rien ces institutions avec lesquelles je travaille. Je suis là en mon nom propre. Bien. Donc, si on doit réfléchir à l'économie libanaise aujourd'hui, les mutations sous l'impact de la crise syrienne, il faudrait quand même des fois un petit peu mieux savoir qu'est-ce que c'est que l'économie libanaise, qu'est-ce que ça a été au cours des dernières années. Alors tout le monde s'extasie sur le fait que l'économie libanaise en 2007 et 2010, ça a été des taux de croissance de 7, 8, 9% régulièrement, ça a été des excédents de la balance de paiement qui atteignaient jusqu'à 20% du PIB, ce sont des chiffres absolument considérables, tout le monde s'extasiait là-dessus. Il faut essayer de comprendre d'abord sur quoi s'était basé tout ça, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Surtout que ça venait en fait après une décennie, 1998, 2007-2006, assez catastrophique quand même, avec des taux de croissance qui ne dépassaient pas les 2-3%, une crise économique et financière majeure en 2002 qui a été passée quasiment sous silence. Le pays était en cessation quasiment de paiement. Il a fallu organiser une conférence de sauvetage à toute vitesse à Paris en 2002, novembre 2002, la conférence dite de Paris 2, qui a permis de nouveau d'attirer un petit peu, de donner confiance dans l'économie. Du coup, on a une première flambée économique en 2004, mais après des années de marasme et donc quasiment faillite du pays à la fin de 2002. Puis 2005, c'est une année assassinat du Premier ministre qui était à l'époque démissionnaire, Rafi Hariri, sorti des Syriens, donc une année extrêmement agitée, suivie en 2006 par le conflit entre Israël et le Hezbollah, des conséquences catastrophiques sur l'infrastructure du pays, les morts, etc., les personnes déplacées, tout ça. Donc une année également de croissance zéro. Puis ensuite, il faut reconstruire. Alors vous voulez reconstruire, évidemment, il y a de l'argent qui arrive, le secteur du bâtiment travaille et tout ça. Donc 2007, on a déjà une première flambée de croissance. Mais alors après, 2008, qu'est-ce que c'est? 2009, 2010, qu'est-ce que c'est? Alors, on pense toujours tourisme, on pense toujours effectivement expatriés qui investissent, touristes arabes qui viennent investir, remise des expatriés et tout ça. Mais plus réellement, c'est vrai, ça, une partie, ce sont des constantes. Les remises des expatriés, ce sont des constantes qui, même aujourd'hui, ne changent pas beaucoup. Les gens qui sont dans les pays arabes, qui sont en Afrique, qui ont des familles toujours au Liban, qui envoient des fonds au Liban, ça ne va pas beaucoup changer, ce sont des constantes. Mais ça n'explique pas tout ce qui s'est passé dans les années donc, 2007, 8, 9 et 10. Et je vais dire un petit mot là-dessus pour que vous compreniez véritablement qu'est-ce qu'il y avait derrière, avant qu'on voit qu'est-ce qui a changé donc, à partir du moment où la crise syrienne a éclaté en 2011. Donc 2007, je l'ai dit, c'est la reconstruction des infrastructures, de la banlieue sud, etc. Effectivement, 7% de taux de croissance. Mais 2008, et ça les gens le savent beaucoup moins, d'abord, 2007, c'est aussi, au niveau international, la crise des subprimes. C'est la crise financière internationale qui commence, qui va se déchaîner, évidemment, en 2008, en septembre 2008, avec la faillite de Lehman Brothers. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de Libanais qui avaient des fonds placés sur les marchés internationaux qui vont commencer à rapatrier leurs capitaux. Et ces capitaux, ils vont les investir dans la pierre, n'est-ce pas ? Ils ont l'espoir que, bon, ça peut aller, la guerre de 2006 est passée, la communauté internationale s'est mobilisée pour mettre fin à tout ça, on peut attendre une période de paix plus ou moins relative, c'est le moment d'investir. On retire des capitaux des marchés internationaux à partir de la crise des subprimes, fin 2007. 2008, ça continue. 2008, il y a l'épisode de guerre civile dans les rues de Beyrouth en mai. Alors, ça fait peur à tout le monde, mais 2 semaines après, ce sont les accords de Doha et c'est le premier gouvernement d'union nationale. Et c'est au moment où donc, la crise financière s'aggrave, et là, c'est des déferlements littéralement de capitaux qui sont rapatriés du Liban, des places financières internationales investies au Liban dans le secteur immobilier. Flambée absolument littérale de croissance, on est à 8% de taux de croissance.
On a déjà un excédent de la balance des paiements de 10% du PIB. Ce sont des chiffres absolument considérables, évidemment toujours accompagnés par de l'inflation, 5-6% et tout ça, vu ces chocs de demande qui s'exercent sur l'économie libanaise. 2009, c'est quoi? Et là aussi, les gens ne le savent pas. 2009, c'est quelque chose de fondamental. Ça revient régulièrement au Liban. C'est tout simplement les élections parlementaires, les élections générales. 2009, les élections parlementaires au Liban, c'est 4% du PIB des flots d'argent qui débarquent dans les 6 premiers mois de l'année, qui se tarissent une fois que les élections sont terminées. Ça se voit dans les statistiques de la balance des paiements. Dès les 3 premiers mois de l'année, l'argent arrive, l'argent débarque. À quoi il sert? Évidemment, à payer, à acheter une clientèle politique, à entretenir les clientèles politiques existantes, à élargir la base électorale, évidemment des alliés de l'Arabie saoudite, en l'occurrence les successeurs de Rafi Hariri. D'accord? Et c'est de l'argent qui va directement à la consommation. On parle de 1,5 milliard de dollars, 4% du PIB qui sont lâchés sur le marché sur un espace de 3 ou 4 mois et qui vont directement à la fourniture de services de base, qui vont à la fourniture de services de base de manière indirecte. On va payer les écoles, etc., pour les parents qui n'ont pas de quoi payer, et trucs de ce genre-là. Et évidemment, ça culmine par l'achat de voix en cash, en liquide, le jour des élections. Mais 4% du PIB, pour les économistes, ils savent que c'est énorme quand c'est lâché comme ça sur le marché, sur un espace de 3 mois, et que ça va à la consommation. Alors après ça, on s'étonne évidemment qu'on a des taux de croissance de 8-9% cette année-là, avec une balance des paiements, un excédent de la balance des paiements de 22%. Les économistes, ça leur dit quelque chose, certainement un chiffre pareil. Donc voilà qu'est-ce que c'est. Alors évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire on a une majorité Hariri qui arrive au pouvoir. Alors là, évidemment, les copains arabes sont encore plus tranquilles, et là, c'est du déferlement d'argent dans l'immobilier haut de gamme, toute l'année 2009, toute l'année 2010 ensuite, avec des taux de croissance toujours de 7-8%. Vous voyez, c'est ça, en fait, la réalité de la croissance exceptionnelle du miracle des 3 années 2008, 2009, 2010. 2007 étant la reconstruction après le conflit entre Israël et le Hezbollah. Donc, ce sont des gouvernements d'union nationale. Après 2008, les gens sont tranquilles, les expatriés reviennent. Ils font beaucoup d'argent dans le Golfe. 2008, je vous signale, c'est encore le baril de pétrole qui frôle les $150 cette année-là. Bon, avant la crise Lehman Brothers, etc., dégringole, c'est énormément d'argent qui arrive. Ces gens investissent dans l'immobilier haut de gamme, dans la région de Beyrouth, dans ce qu'on appelle le Grand Beyrouth. Et donc, voilà, première chose également, ou seconde chose à connaître, ou troisième, cette croissance qui se concentre essentiellement dans Beyrouth, ses environs, ce qu'on appelle le Grand Beyrouth, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les activités d'hôtel, tourisme, boîte de nuit, machin, etc. Choses avouables et d'autres beaucoup moins avouables, hélas, n'est-ce pas? Le modèle qui consistait à faire, certains ont évoqué une Suisse de l'Orient, je dirais plutôt une Riviera et un grand quelque chose qui commence par B, qui finit par L, d'accord, pour touristes arabes, malheureusement. Voilà l'économie libanaise en 2010. Bon. Alors il faut imaginer ce qui va se passer effectivement en 2011 avec le début de la crise syrienne, quand tout à coup, vous avez ces gens qui se mettent à hésiter, faut-il continuer à investir dans l'immobilier, à avoir un appartement de luxe avec vue sur la mer à Beyrouth, ces expatriés qui se donnent beaucoup de mal. Hein. Vous savez, pour gagner de l'argent en Arabie Saoudite, il faut vivre. En Arabie Saoudite, il faut vivre. À Dubaï, hein, c'est pas drôle tous les jours. Donc ces gens-là qui, au bout de 20 ans, décident d'acheter un appartement à Beyrouth, ils se posent quand même la question en 2011, faut-il, est-ce que c'est bien le moment, etc. Bon, ils continuent évidemment à envoyer de l'argent à leur famille pour l'éducation des petits qui vont rejoindre les cohortes des migrants, n'est-ce pas? Alors on a ce phénomène aujourd'hui au Liban, que cet argent massif qui est envoyé aux familles des expatriés va s'investir essentiellement dans quoi? Dans ce qu'on appelle les soins, les secteurs des soins à la personne, éducation, médecine, santé, tout ça. Eux-mêmes, quand ils viennent, c'est le luxe, c'est les soins de beauté, c'est le machin de ce genre-là. Ce sont des secteurs qui marchent extrêmement bien pour les économistes et tout ce qui est les secteurs de biens et services non échangeables. Ce qui permet de dire, avec l'explosion du prix donc, de toutes ces choses non échangeables, non soumises à la concurrence internationale, les soins, les services à la personne, vous avez donc ce problème connu sous le nom de mal hollandais. Au Liban, ce ne sont pas des matières premières, mais c'est peut-être les remises des expatriés qui créent ce problème et qui font perdre, par le coût de la vie que ça engendre, par l'inflation que ça crée,
par le fait que tout devient plus cher pour les gens qui sont exposés à la concurrence internationale, pour les domaines de biens échangeables, ça fait une perte de compétitivité absolument terrible qui fait que déjà ces secteurs qui avaient été extrêmement négligés à la fin de la guerre, industrie, agriculture, sont soumis également aujourd'hui à une inflation des intrants, une perte de compétitivité. Vous êtes dans un contexte de taux de change fixe avec inflation. Autrement dit, vous avez un taux de change réel qui augmente énormément et qui fait perdre ces secteurs de biens et services échangeables soumis à la concurrence internationale. Et surtout, si vous les soumettez encore plus par des accords de libre-échange signés par des nuits sans lune, sans avoir consulté un petit peu vos partenaires au sein de la nation, industriels, agriculteurs, etc., sur la faisabilité, sur les bienfaits de ces accords de libre-échange. Si vous ne les consultez pas, alors là, et que vous allez signer toutes sortes d'accords de libre-échange, vous les mettez par terre. Et voilà ce qui s'est passé. Donc une croissance concentrée essentiellement sur l'immobilier, le segment de haut de gamme de l'immobilier, le tourisme, les boîtes de nuit et les machins, etc. Dans le Grand Beyrouth, les régions périphériques, dont les activités traditionnelles, artisanat, mais agriculture, mais également industrie, des longues traditions industrielles au Liban. Les Lyonnais en savent quelque chose, puisque tout le 19e siècle, le Mont Liban a vécu grâce à son commerce de la soie avec Lyon. Eh bien, toutes ces traditions, on laisse tomber, ça n'intéresse personne, etc. Ça n'intéresse pas les dirigeants, en tout cas du pays à l'époque. Voilà. Donc, 2011, arrive la crise syrienne. Tout de suite, les gens commencent à réfléchir. Est-il temps? Ils hésitent encore. Bon, on rentre au Liban, mais bon, il y a une partie qui ne veut plus trop rentrer pour l'été, pour Noël, pour Pâques. On commence à hésiter. Les Arabes commencent un petit peu à hésiter. Par conséquent, on voit tout de suite, au niveau des réservations d'hôtels, tout de suite, au niveau des transactions foncières, les chiffres plonger. Premier semestre de 2011. La crise syrienne, je vous rappelle, commence en mars-avril, il y a 2 ans exactement. Donc tout de suite, c'est immédiat. Pourtant, ce n'est pas une mauvaise année, parce qu'au Liban, c'est une année de vacances gouvernementales. Nous n'avons pas de gouvernement entre janvier 2011 et juin 2011. En Syrie, c'est le début de la guerre. Fabrice Balanche en a suffisamment parlé dans ses articles. C'est une période où en Syrie, on construit de manière illégale. C'est une flambée. On sait que le gouvernement est occupé à réprimer la révolte ailleurs. Il ne veut pas faire plus de mécontents, donc il ferme un petit peu les yeux. Donc une explosion alimentée par les cimenteries libanaises. Au Liban, il n'y a pas de gouvernement. C'est également une flambée de construction illégale. Les cimenteries marchent à fond. Le secteur immobilier marche à fond. Alors, transactions financières officielles, et on va, durant toute ma présentation, à chaque fois, je vais faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui apparaît dans les chiffres, dans les statistiques officielles, et c'est de plus en plus divergent. Ça colle de moins en moins les deux ensemble. Au Liban, c'est effectivement très peu de transactions officielles financières, mais un mouvement illégal de construction qui se développe un maximum. Ce qui va se passer également au niveau des exportations, on a un problème avec la Syrie, les événements en Syrie. Les routes d'exportation, que ce soit vers la Syrie, mais également vers tous les pays de la péninsule arabique, qui sont les destinations traditionnelles de nos exportations, sont moins sûres. On ne les connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On peut avoir affaire à des barrages tout à coup, devoir payer des surprimes pour traverser telle ou telle région de Syrie. C'est encore mal maîtrisé, ces flux. Les primes d'assurance et primes de transport s'envolent et nos exportations souffrent énormément, en particulier les exportations quand elles sont à faible valeur ajoutée, parce que tout à coup, une surcharge de ce genre-là peut leur faire perdre toute compétitivité. C'est en particulier le cas pour les exportations agricoles du pays qui souffrent énormément donc en 2011. Les exportations industrielles, il y a plus de valeur ajoutée. On peut encore supporter quelques surcoûts de ce genre-là, mais il y a quand même un creux. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de l'été, à partir du moment où les combats s'intensifient, les choses changent. Elles changent dans le sens où c'est l'arrivée des premiers réfugiés syriens, mais attention, c'est encore à l'époque les gens qui ont assez de moyens pour vouloir mettre la famille à l'abri au Liban, acheter un appartement. Ils ont les moyens de venir passer quelques semaines ou quelques mois dans les grands hôtels de Beyrouth. Donc on retrouve des courbes ascendantes sur les réservations d'hôtels, les taux d'occupation des chambres d'hôtel à Beyrouth. On est encore dans la première étape, c'est les gens qui ont les moyens de s'offrir un appartement ou des chambres d'hôtel quelque temps à Beyrouth, ils reviennent. Les transactions foncières, elles, cette fois-ci officielles,
explose littéralement. On est bien au-delà de tout ce qui s'est passé dans les années phases 2009-2010. On est encore plus, grâce à l'arrivée des réfugiés. À l'époque, je dis encore, c'est encore les réfugiés haut de gamme syriens. Les combats ne sont pas encore, n'ont pas encore atteint la violence de 2012. Donc, globalement, si on prend l'ensemble de tout ce qui s'est passé au cours de cette année-là, donc, d'un côté, on a une activité légale de construction qui s'amplifie, l'activité légale, elle, diminue, on a l'arrivée des Syriens dans la seconde moitié de l'année. L'année est globalement positive. Le Fonds monétaire international et d'autres, la Banque centrale du Liban, à partir de statistiques monétaires, constatent une croissance de l'économie. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passait. On parle d'une croissance de l'économie, c'est-à-dire que tous les secteurs traditionnels qui produisaient chacun leur valeur ajoutée, cela, quand je dis traditionnel, c'est le Grand Beyrouth, ce que j'ai exposé au début, cela, effectivement, ça a beaucoup, beaucoup baissé, mais quelque part ailleurs, il y a des activités économiques qui sont en train de développer, qui compensent, et non seulement compensent, mais augmente le total de la valeur ajoutée par cette économie. Donc les effets négatifs ont été compensés par les effets positifs de la crise syrienne en 2011. Et même plus, puisque globalement on constate une croissance de 1,5%. Ce qui est remarquable, ce n'est pas de se dire, ce qui est remarquable, oui, au sens littéral du terme, que nous sommes passés de taux de croissance de 8% à 1,5%. Les 8%, j'ai expliqué que c'était à chaque fois des facteurs externes. C'était tantôt les élections, tantôt le fait que les élections législatives avec des flots d'argent qui se déversaient sur le pays, tantôt la crise internationale où les Libanais rapatriaient des capitaux à Beyrouth. À chaque fois des facteurs exceptionnels sur lesquels les gouvernements libanais n'avaient aucune emprise. Ils n'avaient aucun mérite, par conséquent, sur ces taux de croissance. Leur seul mérite, là où ils ont activement contribué, et je l'avoue, il y a un endroit, c'est dans le fait qu'on acceptait, et que même plus, on était actif dans la violation des droits d'accès des étrangers à la propriété au Liban. C'est pas, voilà leur seule contribution active, violer la loi de l'accès, qui réglemente très strictement l'accès des étrangers à la propriété au Liban. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est totalement opaque. Des groupes parlementaires entiers, possédant au moins un tiers du gouvernement, exigent d'avoir les chiffres de l'accès à la propriété des étrangers au Liban. Ils n'arrivent pas à les avoir. L'appareil mis en place à l'époque de Hariri au sein du cadastre, du ministère des Finances, etc., fait bien son travail. Tout est opaque. D'accord ? Donc, ce qui est remarquable pour moi, qui suis ça au Liban, c'est pas de voir, et c'est tout à fait normal, donc cette croissance totalement artificielle due à des facteurs extérieurs qui est ramenée de 8 à 1,5%. Ce qui est remarquable, c'est de voir que on aurait pu dire moins 8%, moins 5%. Et au lieu de ça, eh ben non, il y a eu quelque chose. Il y a des activités dans les régions périphériques, les constructions illégales par-ci, les Syriens qui débarquent, qui sont à la recherche du moindre endroit où habiter, n'est-ce pas, qui permettent à cette économie non seulement de compenser ses pertes sur les secteurs haut de gamme, luxe, etc., mais plus encore en 2011. Mais donc, à cette époque, ce n'est pas encore très clair. En 2011, les Libanais continuent à revenir un petit peu en été. Bon, il y en a un peu moins, il y a encore des Arabes, mais un petit peu moins, et tout ça. Les tendances ne sont pas très claires. Tout ceci va se clarifier avec vraiment l'explosion de violence qui va se passer en Syrie en 2012. On va y voir plus clair. Alors, 2012, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement au Liban des combats. Au mois de mai, à Tripoli, entre, et ça a été évoqué, sunnites et alaouites, sympathisants de la rébellion, sympathisants du régime, qui vont vraiment faire peur à tout le monde au Liban. Là, cette fois-ci, c'est quasiment des annulations de voyages en été. Les touristes arabes annulent, les expatriés libanais annulent. Il n'y a plus personne, c'est vide en été. Les secteurs, justement, loisirs, luxe, tout ça, boîte de nuit, machin truc, ça se casse la figure. Ce n'est pas le cas pour les réservations d'hôtels. Les réfugiés arrivent. Et quand on a les chiffres officiels, c'est on a les chiffres de Beyrouth. Et ça cache toute l'arrivée des réfugiés syriens, 180 000 en 2012, qui sont à la recherche du moindre petit abri, n'est-ce pas, une cave, un bout de garage, etc. Ils sont prêts à louer ça. Une carcasse d'immeuble encore avec les murs pas fermés, sans vitres, ils sont prêts à louer ça. Donc même les transactions officielles que vous voyez et qui explosent littéralement officielles, ça cache toute une activité non officielle absolument gigantesque qui sert qui ?
les régions périphériques du pays par où arrivent tous ces réfugiés syriens. 2012, ça va être ça va être encore moins donc, de touristes libanais, d'expatriés, d'Arabes qui viennent, des secteurs véritablement sinistrés, les hôtels, c'est la catastrophe, à partir de la seconde moitié, parce que aussi, après avoir passé quelques semaines à l'hôtel, voyant que le conflit se prolonge en Syrie, ben les Syriens finissent par louer un appartement meublé quand ils n'achètent pas quelque chose, n'est-ce pas? Ils vont passer leur temps dans leurs hôtels. Donc au bout d'un moment, donc, le secteur hôtelier, mais lequel? Le secteur hôtelier, celui pour lequel vous avez les statistiques, c'est le haut de gamme de Beyrouth, point. Les petits hôtels de Byblos, les petits hôtels de Zahle, etc., ils ne sont pas dans les statistiques, et eux, ils sont pleins. Vous ne trouverez plus un petit bout de chambre à louer, à acheter, etc., dans toutes les régions périphériques du pays, qui profitent énormément donc de cette arrivée de réfugiés syriens. Alors, ce sont des gens qui arrivent avec l'argent, vous avez les riches, les moins riches, et vous avez les pauvres. Ce sont des arrivées d'argent, même les pauvres, ce sont des arrivées d'argent, que ce soit eux, avec leur petite épargne, qui va évidemment fondre très rapidement, mais qui est remplacée par l'aide internationale. L'international, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est l'Union européenne, c'est tous les bailleurs de fonds. Ce sont naturellement les Arabes. Malheureusement, l'opacité est absolument totale au sujet des fonds qui arrivent. Et évidemment, il y a des fonds qui servent à aider les réfugiés, mais il y a des fonds qui servent probablement aussi à autre chose, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, quand on regarde le Liban de 2012, qu'est-ce que c'est? Avec tout cet argent qui est arrivé dans les années 2007, 8, 9, 10, etc., que j'ai mentionné, on aurait pu, au Liban, développer un appareil productif absolument énorme, industriel, agricole. C'était l'occasion. Ça aurait permis, n'est-ce pas, de relancer des dynamiques de création d'emplois, etc., pour les Libanais. Ça aurait permis aujourd'hui à l'économie libanaise de profiter énormément de cette demande qui s'exerce sur les produits libanais. Demande de qui? Demande du marché syrien, complètement perturbé, l'appareil productif, les circuits de distribution complètement perturbés. On fait appel au marché libanais pour fournir le marché syrien. Les réfugiés eux-mêmes qui ont besoin de manger, de se loger, de s'habiller, etc., qui font appel à la production de l'économie libanaise, eh bien rien. Tout ça se traduit en importation pure et simple. Augmentation des importations absolument remarquable. À un moment, donc les chiffres officiels là, des importations, les importations c'est plus ou moins légal. On n'a pas encore vu de cargo déchargé sur la nuit sur un bout de plage au Liban. De toute façon, le Liban est très petit, tout le monde le saurait. C'est assez difficile à faire. Donc sur les chiffres des importations, c'est plus ou moins fiable. Donc on voit une explosion des importations au Liban. Alors que la demande interne libanaise, secouée par ces conflits à Tripoli, à Saïda, la peur, les touristes qui n'arrivent plus, donc la demande interne libanaise est absolument catastrophique. Chiffre d'affaires des commerçants en moyenne en baisse entre 15 et 60%. Tripoli, où ces gens ne consomment pas beaucoup, vu la pauvreté, et qui attendent Adha ou des fêtes religieuses musulmanes, eh bien, cette année, c'était des combats et rien. Tout le monde disait on ne dépense pas, la vie est bloquée, rien n'avance. Donc, malgré tout ça, eh bien, on constate une augmentation des importations, mais immense. On parle de 10, 15, 20% d'augmentation des importations. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que va tout ça? On regarde cette fois-ci, ensuite, les réexportations. Mais peut-être, on finit par se douter, on finit par se demander, mais est-ce que toutes ces importations supplémentaires vont en Syrie? On regarde les chiffres, non. On voit bel et bien des petites exportations vers la Syrie qui augmentent, officiellement c'est vrai. Mais est-ce que ça explique les milliards de dollars d'importations supplémentaires? On regarde en face, réexportation, pratiquement rien. Et puis, au bout de quelques mois, c'est en particulier frappant pour les importations de dérivés pétroliers. Tout à coup, sur 2 ans, entre 2010 et 2012, on a 60% d'augmentation de dérivés pétroliers en plus. On regarde à la sortie, y a-t-il quelque chose? Il n'y a quasiment rien. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a eu 2 hivers un petit peu plus durs. Est-ce que ça explique 60% sur 2 ans? Certainement pas. C'est vrai qu'il y a un peu plus de panne de courant parce que l'appareil électricité du Liban est en train de s'effondrer, mais non, ça ne justifie pas 60%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, on voit apparaître enfin des exportations officielles de dérivés pétroliers vers la Syrie. Et là, on se dit, s'il y a des exportations de dérivés pétroliers qui passent par les points de passage officiels, mais qu'est-ce qu'il doit y avoir en face qui passe hors des points de passage officiels? Ça doit être des quantités gigantesques. Et effectivement, la seule explication à ces importations aujourd'hui, qui ne sont pas compensées par des réexportations,
c'est le développement d'un probablement trafic immense avec la Syrie, un marché de contrebande par tous les petits points de passage que l'armée ne contrôle pas, par tous les villages frontaliers. Et ça, c'est des dizaines, des centaines de petits dealers, de petits contrebandiers. Alors ça, c'est méchant de dire ça, mais c'est peut-être des Syriens également qui viennent faire la contrebande pour rapporter de la marchandise, de quoi se chauffer, etc. à leur famille de l'autre côté de la frontière. Donc il faut quand même relativiser, il n'y a pas de jugement moral dans ce que je suis en train de dire. Donc une activité de réexportation, et le Liban devenant juste plus qu'un grand hub aujourd'hui, avec des flux qui entrent de Syrie, des flux monétaires, des fonds qui s'échappent, les réfugiés qui amènent l'argent avec eux, des investissements, des refuges, des pieds-à-terre au Liban, dans un sens, des flux pour aider les réfugiés de la communauté internationale, ça c'est transparent, et sans doute aussi d'autres flux pour aider certaines organisations qui s'occupent de réfugiés, et sans doute aussi autre chose, probablement, ça fait beaucoup d'argent qui rentre dans le pays. Dans l'autre sens, côté biens ou côté services, là vous avez exportation effectivement de biens importés par le Liban de l'étranger et non pas produits par le Liban. Voilà encore une perte d'opportunité pour l'économie libanaise, qui sont envoyés en Syrie en même temps que des hommes et des armes et tout le reste, etc. Il y a quand même eu quelques chargements de munitions qui ont été attrapés, qui venaient à Beyrouth à destination de la Syrie. Donc voilà aujourd'hui l'économie libanaise. Vous avez des secteurs qui ont quasiment disparu de la carte. Le grand luxe, les machins, les Arabes dans les cafés de Beyrouth, du centre-ville, de Solidaire, etc. Ça, et moi, personnellement, je ne suis pas tellement triste parce que ce n'est pas normal d'avoir une économie qui dépendait autant sur des facteurs conjoncturels, une économie avec une base aussi étroite et qui s'appuie sur des sujets aussi vulnérables à n'importe quel choc exogène, en particulier politique, au niveau de la région. Et Dieu sait si c'est une région instable, où vous pouvez vous attendre à avoir régulièrement des flambées de violence tant que le conflit israélo-palestinien n'est pas réglé, tant qu'il y a des problèmes à l'intérieur des pays, etc. Donc baser toute son économie sur une base aussi étroite et aussi vulnérable à les chocs externes, ça vraiment, j'espère que les Libanais vont apprendre, mais ce n'est pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand même, ce mouvement d'importation, ça fait travailler beaucoup de gros importateurs commerçants, ça fait ensuite travailler tous les intermédiaires, certains officiels, puis au bout d'un moment, on tombe dans l'informalité, au moment où il faut traverser les frontières syriennes et tout ça. Mais c'est donc toute une activité qui se développe dans les régions périphériques aujourd'hui, qui porte la croissance économique libanaise, au déprimant du Grand Beyrouth, des activités traditionnelles. Et une fois de plus, donc cette année, le Fonds monétaire parle de 2%. Le Fonds monétaire, en général, s'appuie sur les chiffres de la Banque du Liban, qui, elle, fait des calculs à un modèle basé sur la circulation de la monnaie, les vitesses de circulation de la monnaie, donc un modèle purement monétaire, et eux, donc c'est du 2% aujourd'hui du taux de croissance. Et encore, cela ignore, si on fait des calculs purement monétaires, tous les dollars qui traversent la frontière syrienne, ou peut-être aussi qui arrivent très officiellement par l'aéroport, mais dans des valises qu'on ne fouille pas. C'est aussi extrêmement possible. Toute cette économie monétaire qui échappe au circuit officiel. Donc il se peut que la croissance soit non seulement de 2%, comme dit le FMI, mais peut-être plus encore, n'est-ce pas ? Il y a d'autres institutions qui parlent de 0,6%, il y a le chiffre de 0% a également été évoqué, mais il faut vraiment faire attention. Mais une fois de plus, ce qui est remarquable dans tout ça, c'est que tous ces secteurs, toute la valeur ajoutée, et là je m'adresse aux non-économistes là, toute la valeur ajoutée créée au cours des années 2008, 2009, 2010, etc., toute une partie qui s'en va, et toute cette partie qui est non seulement compensée par tout ce qui se passe dans ces régions périphériques où vous ne vous baladez pas, et moi non plus, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, ce n'est pas facile de se balader là-bas, et c'est même pas recommandé d'ailleurs, et qui est compensée par tout ce qui se passe dans ces régions-là, plus une croissance encore. C'est surtout ça, à mon avis, qu'il faut retenir, plutôt que, le truc, la crise syrienne affectée, on est passé de taux de croissance de 8% à 2%. C'est pas ça qui est remarquable. Ce qui est remarquable, c'est ces mutations, c'est d'ailleurs le titre de mon intervention, les mutations de l'économie libanaise aujourd'hui sur l'impact de la crise syrienne. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup parlé, on va laisser un peu de temps pour les questions, et puis je suis là ensuite pour ceux qui veulent continuer cette discussion. Je me présente rapidement, je suis Noujoud Baroudi, une doctorante en sciences économiques à l'université Lumière Lyon 2.
Bon, d'abord, excusez-moi, je tiens dans ma présentation à répondre sur une question. Est-ce que le conflit syrien est une cause ou prétexte de la crise économique libanaise, justement? Donc, j'ai choisi de présenter d'abord les principaux secteurs qui ont été affectés par la crise syrienne. Je passe rapidement à ces secteurs qui ont, en grande partie été exposés par le docteur Abdallah. Et ensuite, je développerai les indicateurs qui reflètent la vulnérabilité de l'économie libanaise indépendamment de la crise syrienne. Donc, pour répondre à la fin à ma question et dire que voilà, la crise syrienne n'est qu'un prétexte de la fragilité de l'économie libanaise, mais elle n'est pas la seule responsable. Donc il faut revenir quand même au vrai problème de l'économie libanaise et donc présenter les aspects de ce système. Bon, d'abord, comme Dr Abdallah a déjà présenté, on voit par les chiffres que la croissance du PIB entre 2007, après la croissance du PIB entre 2007 et 2010, la forte plus ou moins croissante. Donc on a assisté à un recul significatif entre 2011 et 2012. Donc la croissance est passée de 7% à 1,5% en 2011 et 2% en 2012, selon le FMI. Et donc, cette croissance aussi est estimée à 2,5% en 2013. Au niveau du tourisme, donc, par les chiffres, le nombre de touristes a diminué de 23,7% entre 2010 et 2011 et de 17,5% entre 2011 et 2012. Encore une fois, le taux d'occupation des hôtels, notamment les 4 et 5 étoiles à Beyrouth, est passé de 68% en 2010 à 58% en 2011 et 54% en 2012, selon la banque Audi. Je note aussi que selon la banque Audi, le secteur de tourisme n'a connu aucune baisse depuis 2006. Je passe, comme Dr Abdallah a déjà dit, que c'est vrai que les relations commerciales entre le Liban et les pays arabes du Golfe, notamment celles qui dépendent du transport terrestre à travers la Syrie, ont été affectées par la crise syrienne. Donc, par les chiffres, l'exportation a subi une baisse entre 2010 et 2011 de 44%. Alors que d'autre part, l'importation a augmenté de 12% entre 2010 et 2011, notamment pour répondre à l'augmentation de la demande liée à l'immigration massive des Syriens au Liban. D'autre part, les indicateurs du transport maritime montrent aussi que le nombre de navires dans le port a reculé entre 2010 et 2011, alors que le nombre de marchandises a augmenté, ce qui explique plus ou moins l'augmentation des importations. Je passe à l'investissement étranger direct. De même, les investissements étrangers directs ont subi une baisse entre 2010 et 2011 de 23,1%. Et cela reflète quand même la non-confiance des étrangers ou des investisseurs étrangers vis-à-vis de la situation dans la région. Donc, en plus, au niveau du secteur de la construction, donc selon les chiffres, donc ça peut être un peu différent de la réalité, mais selon les chiffres de la banque Audi, le nombre de propriétés vendues a subi une baisse de 13,5% entre 2010 et 2011 et de 11,3% entre 2011 et 2012. Et cette baisse provient en grande partie de la baisse des ventes à des étrangers, ce qui montre encore une fois la manque de confiance des étrangers vis-à-vis de la situation en Syrie et son influence sur la situation au Liban. J'ajoute aussi que le nombre de permis de construire, qui est l'indicateur des projets à venir, a baissé de 25% entre 2010 et 2011 et de 9,75% entre 2011 et 2012.
Donc, on ne peut pas aussi oublier l'immigration massive des Syriens au Liban. Donc, à partir de mars-avril 2011, les estimations de réfugiés syriens varient vraiment selon les ressources. Mais pour résumer, je veux dire que Melissa Fleming, qui est la porte-parole en chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré que le nombre des réfugiés syriens au Liban enregistrés s'élevait à 101 283 le 22 octobre 2012 et ce nombre est estimé et va dépasser plutôt les 325 000 Syriens à la fin de l'année 2013. Donc voilà, j'ai présenté quelques secteurs qui ont été affectés par la crise syrienne et donc, mais il est vrai que la crise syrienne qui a affecté quelques secteurs de l'économie libanaise, mais elle n'est pas vraiment la cause de la vulnérabilité proprement dite de cette économie. On sait que l'économie libanaise est à la base une économie parfois croissante, on peut dire, mais sans développement. Et depuis longtemps, cette économie souffre de plusieurs problèmes, tels que les faibles secteurs primaires et secondaires, la dette publique énorme, des déficits au niveau de ses comptes extérieurs et de ses finances publiques, de l'immigration massive, d'une énorme inégalité entre ces régions et d'une pauvreté vraiment importante. Et donc, je présenterai ainsi la situation des principaux éléments de l'économie libanaise quelques années avant la crise syrienne. Donc, d'abord, je tiens à présenter les secteurs primaires et secondaires. Donc, malgré la croissance du PIB entre 2007 et 2010, la contribution des secteurs primaires et secondaires au PIB était très faible. Le secteur qui contribue le plus plutôt au PIB est le secteur tertiaire. Donc il est clair que cette répartition révèle d'une part la faiblesse des secteurs agricoles et industriels et d'autre part l'importance du secteur bancaire ou tertiaire dans la croissance de l'économie libanaise et explique en quelque sorte la dimension des investissements attirés par ce secteur. Et je note aussi que le Liban est connu depuis longtemps par la performance de son secteur bancaire et le développement du secteur de tourisme. Par ailleurs, je peux expliquer les faibles contributions des secteurs primaires et secondaires par l'absence des démarches sérieuses qui doivent être prises pour leur développement. Et c'est vrai que plusieurs obstacles s'opposent au développement de ces secteurs, et notamment le secteur industriel, par exemple la difficulté d'obtention de licences, les infrastructures peu développées à cause des guerres successives, la négligence des terres cultivées, le coût élevé de la main-d'œuvre qualifiée par rapport aux pays voisins. Donc tous ces obstacles freinent le développement ou le réel développement des secteurs industriels et agricoles au Liban. Je passe à la dette publique qui est vraiment une dette énorme et qui pèse lourdement sur l'économie libanaise. Elle représentait en fait en 2010 121,3% du PIB libanais. Donc c'est vrai qu'elle diminue à un rythme très faible, mais bon, cette diminution n'est pas très, comment dire, elle reste toujours, cette dette reste toujours une catastrophe ou le cauchemar de l'économie libanaise et affecte négativement le budget de l'État. Aussi au niveau des investissements dans le secteur public, donc les investissements sont toujours très faibles. Les dépenses publiques sur l'infrastructure et les équipements ont augmenté de 10,1% en 2008, de 9,9% en 2009 et de 8,1% en 2010. Mais c'est vrai que cette augmentation est insuffisante par rapport aux vrais besoins du secteur public libanais.
Concernant le déficit budgétaire, donc il existait toujours un déficit budgétaire. Les dépenses de l'État ne cessent d'augmenter et le service de la dette publique représente la part la plus importante de ces dépenses. Donc comme j'ai déjà mentionné, la dette publique pèse lourdement sur le budget de l'État et empêche le développement de l'économie en global. Encore l'émigration libanaise qui est connue depuis longtemps et est une émigration vraiment massive. Donc, le nombre des émigrés libanais durant la période de la guerre était estimé à 326 000 personnes. Il a diminué entre 91 et 96, qui est une période relativement stable et caractérisée par la paix et par quelques réformes économiques. Et c'est vrai qu'elle est restée stable entre 97 et 2001, malgré que cette période a été caractérisée par une stagnation économique et des perturbations politiques, notamment celle de l'occupation du sud du Liban par Israël jusqu'à 2000 et la présence forcée de l'armée syrienne sur le territoire libanais. Après, le nombre de départs entre 2002 et 2007 est à nouveau accentué pour atteindre 466 019 personnes en 2007. Et c'est vraiment à cause de plusieurs événements qui ont perturbé le pays. Donc, le flot d'assassinats qui a ciblé les hommes politiques libanais anti-syriens. Et notamment, celui qui a marqué le plus l'environnement libanais, c'est celui de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Et n'oublions pas le conflit israélo-libanais qui a eu lieu en juillet 2006 au sud du Liban. Donc, après, l'économie libanaise vraiment est une économie qui dépend et qui est soutenue par les transferts des émigrés. Donc, les envois de fonds des émigrés soutiennent énormément l'économie libanaise. Donc, à la fin de la guerre en 90, l'économie libanaise, qui est devenue handicapée dans tous les domaines, était d'autre part soutenue notamment sur le plan financier, par les transferts des émigrés qui enregistraient en 90 1,8 milliard de dollars. Et ces transferts ont connu après une stabilité entre 1995 et 2000 due au recul des émigrés. Puis, ils ont fortement repris leur croissance pour atteindre en 2008 6 milliards de dollars. Et cet accroissement est justement dû à la croissance spectaculaire du prix du pétrole qui a fait augmenter les revenus des pays arabes pétroliers et par conséquent la demande de la main-d'œuvre libanaise s'est accrue avec des salaires élevés. Et je note que selon la Banque mondiale, les envois de fonds des émigrés représentaient en 2009 22% du PIB. Donc, je passe à la dernière partie qui montre que c'est vrai, la crise syrienne a affecté certains secteurs, mais les vrais problèmes de l'économie libanaise persistent depuis longtemps. Et les causes de ces problèmes proviennent avant tout des aspects du système libanais. Donc, d'abord, je dis que le confessionnalisme est l'élément qui a manipulé vraiment la vie politique, sociale et économique au Liban. Donc, ce pays qui est plongé dans le confessionnalisme depuis longtemps souffre des problèmes et des tensions et des conflits d'intérêts qui risquent de s'éclater à n'importe quel moment. Et le système politique libanais demeure un système qui exprime vraiment les intérêts des diverses confessions au lieu de l'intérêt global du pays et qui, évidemment, freine le développement du pays. Je dis aussi que les administrations publiques libanaises souffrent énormément de cette relation qui existe vraiment entre le système confessionnel et le recrutement et qui est à la base de la corruption et du clientélisme au Liban. Donc, les emplois sont partagés entre les confessions, parfois, dans certains cas, vraiment sans tenir en compte des compétences. Donc, par exemple, en 2009, et d'après une étude que j'ai faite au sein du Conseil de développement et de la reconstruction
au Liban, j'ai remarqué qu'il y a 52% des employés cadres de cette administration publique qui a un niveau de baccalauréat et même moins. D'autre part, aussi il y a les mauvaises décisions politiques dans certains secteurs qui ont freiné le développement de l'économie. Donc d'abord, je parle de la politique de restriction budgétaire qui était adoptée par l'État pour alléger le poids de la dette publique. C'est vrai qu'elle a allégé, mais d'une portion très faible. Mais d'autre part, les dépenses sur l'infrastructure et les équipements étaient très faibles et ne répondaient pas vraiment, comme je l'ai déjà mentionné, aux vrais besoins du pays. Aussi, une politique de la Banque centrale du Liban qui consiste à obliger les banques commerciales à avoir une réserve obligatoire pour stabiliser le taux de change de la monnaie nationale. C'est vrai qu'elle a tenu qu'elle a stabilisé le taux de change, mais d'autre part, elle a affaibli l'économie au niveau de l'ensemble de ses secteurs productifs. Donc, elle a fait augmenter, on peut dire, les revenus rentiers à cause des intérêts élevés liés à la fixation du taux de change. Une autre politique, c'est que l'État libanais a appliqué un faible droit de douane par rapport aux pays du monde arabe. Et donc, depuis le début des années 90, le marché libanais a été inondé par des produits de bon marché provenant principalement de la Syrie, mais aussi de la Jordanie, de la Chine, de l'Égypte, etc. Et par conséquent, les secteurs agricoles et d'industrie du Liban ont souffert énormément de cette politique et donc ils ont souffert d'une concurrence inéquitable. Ainsi, des usines ont commencé à perdre des marchés, ce qui a causé leur fermeture et presque 25 000 travailleurs au Liban ont perdu leur emploi à partir de l'année 2000. Donc là, je conclus en disant que c'est vrai que la crise syrienne a affecté quelques secteurs, mais elle n'est qu'un prétexte de la crise économique libanaise. Et la fin de cette crise, après, on ne sait pas ça sera quand, mais pourra corriger les troubles de certains secteurs, mais elle ne mettra jamais fin aux problèmes économiques libanaises. Je vous remercie. Bien, on a le temps pour des questions. Alors vous pouvez les poser directement en appuyant sur le petit bouton rouge qui vous donnera le son. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ces deux exposés parce qu'en fait, en effet, l'économie libanaise est une économie bien drôle. Mais j'ai quelques questions très précises que je souhaiterais demander à Charles Abdallah et à Noujoud. Donc, la première question, c'est... Vraiment, je ne sais pas moi. C'est quel est le rôle du budget de la sécurité sociale au Liban? Comment fonctionne la sécurité? Il y en a une qui est très importante. Et avec quel taux de couverture de la population? Une deuxième question. On a beaucoup parlé des investissements étrangers au Liban. Qu'en est-il des investissements libanais à l'étranger? Est-ce qu'on a des chiffres sur les investissements libanais à l'étranger? 3. Quel est le taux d'investissement syrien au Liban? Je crois qu'il est important, qu'il est très important. 4. À combien évaluez-vous les sommes reçues de l'Iran par le Hezbollah par an et quel rôle économique joue cet apport d'argent de l'Iran au Hezbollah? Et puis une dernière question à Noujoud. Noujoud, oui, je ne suis pas très convaincu de l'importance du confessionnalisme, surtout sur le plan économique. Et je souhaiterais te poser une question. Connais-tu la composition des conseils d'administration des banques libanaises? Les personnes qui composent et comment se font les transactions, les achats et les ventes de parts dans le cadre de la détention des capitaux des banques libanaises? J'aimerais que tu reviennes sur cette question quand tu vas aborder la question du confessionnalisme au Liban. Merci. Je vais tout de suite répondre. J'aimerais bien qu'on fasse une question-réponse directement. On n'attende pas de collecter plusieurs questions, si c'est possible. Bien, effectivement, le modèle
Et là, Monsieur Salhab, tu touches vraiment au modèle libanais lui-même, avec en particulier le démantèlement de l'État social qui a été mis en place, tentative de le mettre en place dans les années 60 du temps du président Fouad Chehab, et le véritable démantèlement auquel on a assisté durant la période de la guerre 75-90 et ensuite dans les politiques qui ont été suivis après, avec en particulier comme victime la sécurité sociale. Et quel rôle attribuez-vous au Hezbollah dans le démantèlement de l'État de ce système et de l'État libanais en général? D'accord. Je réponds tout de suite d'abord à la CNSS. Effectivement, il faut que tu saches aujourd'hui, il faut que vous sachiez, pardon, amis auditeurs, que plus de 50, on parle de 53%, 52% de la population libanaise qui ne bénéficie d'aucune couverture sociale. Aucune. Ce sont des chiffres assez partagés, je peux te le dire tout de suite, par pas mal d'experts. 14% de la population active est déclarée officiellement dans le secteur privé. On parle du travail de manière formelle et non pas dans l'informel. 14%. 14% de la population active est liée au secteur public. Donc 28% bénéficient d'une couverture, que ce soit sécurité sociale ou bien organisme spécifique pour les fonctionnaires. Il reste à peu près 25% qui ont des assurances privées. Ça nous amène à 48% et donc 52-53% sans aucune couverture sociale. Alors, tu parles du Hezbollah, tu as fait beaucoup de questions sur le Hezbollah, c'est un peu bizarre, mais bon, je vais répondre. Je vais répondre, non, je réponds, je parle, réponds, et je vais te dire tout de suite que le Hezbollah, s'il a eu du succès, c'est précisément qu'il s'est construit sur les ruines de cet État-providence, qui a été mis à bas. Quand il n'y a plus rien, effectivement, les gens courent, et le premier qui vient, que ce soit des pétrodollars ou que ce soit de l'argent d'Iran, c'est le même effet, les gens courent, d'accord? Ouais. Non, je ne me fâche pas, c'est trop biaisé comme question, c'est pas normal. Aujourd'hui, ce ne sont pas... Bon... Alors, je vais te donner quelques exemples aussi. Parlons chiffres, parlons il n'y a pas de chiffres, ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a pas de chiffres. Okay. Non, ni d'un côté ni de l'autre, je précise bien. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, lorsque tu vas assister à une réunion des bailleurs de fonds qui appuient les réfugiés syriens, si jamais tu assistes à une réunion des bailleurs de fonds arabes, tu auras 70 ONG qui reçoivent de l'argent du Golfe, 70, pas moins. Et tu n'auras jamais les montants exacts. Même si tu essaies d'interroger les responsables un à un, tu ne sauras rien. C'est totalement opaque, d'un côté comme de l'autre. Bien. Sur les investissements libanais à l'étranger, il y a des statistiques, effectivement, qui sont publiées par des organismes arabes de garantie des investissements. Je ne les ai pas ici, mais c'est disponible. Sur la part des investissements syriens, lorsqu'il y a des investissements officiels, ces mêmes organismes de garantie des investissements arabes te les donnent, c'est accessible comme chiffre. Oui, c'est accessible, absolument par pays, donc matrice croisée de quel pays vers quel pays, qui investit où, oui, c'est accessible. Je ne les ai pas ici avec moi, mais c'est accessible. Et au niveau des financements, bon, tous les financements qui arrivent aujourd'hui au Liban, c'est énorme, ça arrive de partout, absolument. Bon, il y a l'aide officielle de la communauté internationale, pour les réfugiés syriens, ça arrive, c'est connu, ce sont des chiffres publics. Mais ensuite, il y a toutes les aides d'un côté comme de l'autre qui, elles, ne sont pas connues. C'est impossible de savoir. Il y a sans doute une partie qui passe par des canaux officiels. Oui, je peux envoyer de l'argent à quelqu'un que je connais au Liban, à lui, à aller faire du bien et d'aider quelques familles réfugiées. L'argent va sortir à ce moment-là des circuits officiels, tu ne vas plus savoir qu'est-ce qui se passe. Si ça sert exactement à aider ces familles de réfugiés ou bien à le financer pour qu'il aille combattre en Syrie, c'est aussi possible, ça, d'accord? Mais il y a une partie donc qui est officielle, il y a une partie naturellement qui n'est pas officielle. Alors, c'est assez difficile à estimer tout ça. Voilà. Donc je réponds d'abord à la première question, parce que je n'ai pas pu vraiment saisir la deuxième, vous allez me la répéter après. Donc d'abord concernant l'impact du confessionnalisme, ou le rapport qu'il existe entre le confessionnalisme au Liban et l'économie, c'est vrai que la relation n'est pas directe, mais bon, je veux parler d'une expérience quand même personnelle que j'ai vécue durant un stage au Liban au sein de l'administration publique, le CDR, qui est le Conseil du développement et de la reconstruction. Je peux dire qu'il y a des postes
ou des postes qui apparaissent justement pour des personnes et non pas des personnes qui viennent pour faire des demandes assez précises du CDR. Donc il y a des emplois qui sont créés justement pour des personnes. Pourquoi ? Parce qu'elle appartient à une confession telle, parce qu'elle appartient, je ne veux pas dire les noms, mais parce elle est la nièce de certains hommes politiques, etc. Et ces emplois justement créent des dépenses qui ne servent à rien à l'économie libanaise et au budget de l'État. Donc voilà. Oui, non, ma question était très simple. Que le système politique libanais soit confessionnel, en effet. Mais on parle de l'économie. Et ma question était très simple. Qui détient les capitaux des banques ? C'est la deuxième question. Oui, c'est la deuxième question. C'est-à-dire que si on veut regarder le confessionnalisme économique, il faudrait bien peut-être regarder un petit peu les personnes qui détiennent les capitaux dans les banques libanaises qui sont un secteur très important. Bon, là, je ne sais pas justement quels sont les directeurs des banques, donc je laisse. Effectivement, je vais te dire quelque chose. Effectivement, il y a des gens qui s'intéressent à cette question de très près, et il faut être un peu service secret pour savoir qui se cache derrière chaque membre du conseil d'administration. Ce travail a été fait par certaines ambassades au Liban, pas par tous. Il y en a qui s'intéressent à ce sujet et qui savent exactement qui est qui. Ouais. Mais qui ? Qui est qui, mais qui ? Bon, Jérôme Maucourant, Université de Saint-Étienne et Triangle. Je vais remercier Charles et Noujoud de leurs exposés qui me lancent dans une perplexité sans fin. Bon, je ferai une petite remarque, hein. C'est pas un exposé, Fabrice, t'inquiète pas. Mais à la fin de la République romaine, on raconte que le taux d'intérêt à Rome avait explosé. Il était monté à près de 13 ou 15%. Et mon ami Gendreau m'expliquait, mais c'est normal, hein. Les campagnes de corruption étaient telles à l'époque que, effectivement, le taux d'intérêt sur le forum augmentait considérablement. C'est une vieille continuité méditerranéenne, parce que ce que tu me racontes là sur ces taux de croissance, je dirais, pour l'économiste ordinaire que je suis, sont tout simplement stupéfiants, hallucinants. C'est quelque chose de difficilement représentable en réalité. Alors certes, le petit est pays, mais quand même tout de même. Max Weber avait un concept pour ça, qu'il n'a pas suffisamment développé, c'est le concept de capitalisme politique, si tu veux. Voilà. Et quand Noujoud a voulu faire une thèse, je lui ai dit, mais ça serait intéressant de voir si effectivement il serait possible au Liban, en tout cas, quelles sont les conditions sociales et politiques pour passer d'un capitalisme politique, c'est-à-dire d'un capitalisme où effectivement, on va dire la croissance, la richesse, et je dirais pas le développement, parce que ça c'est encore autre chose, effectivement, dépendent des aléas de la politique. Hein. C'est exactement ce que tu nous as raconté. Un capitalisme que Weber appelait rationnel, qui était en gros le mode de production capitaliste de Marx, pour faire simple, dans une autre tradition de pensée. Or, je pense que le problème, il est là. C'est-à-dire que je suis très frappé, et je pense à l'intermède Salim Hoss, Georges Corme, de fin des années 90, de l'extraordinaire continuité des représentations politiques et idéologiques qu'il y avait. Tu as évoqué la question du taux de change à l'élite libanaise, mais justement, cette surréévaluation en termes réels, j'entends bien, c'est quelque chose de très ancien. On calculait déjà à l'époque la dérive des prix au Liban par rapport à la moyenne de ce qui peut exister dans la zone dollar. Moi, je me disais, mais comment cette économie pourrait tenir ? Aucune économie normale, entre guillemets, ne pourrait tenir face à de tels chocs. Et je vois que rien n'a changé. C'est-à-dire que le gouverneur de la Banque centrale est toujours autant félicité pour ce type de politique qui sont, à mon avis, une cause de la désindustrialisation que tu connais. Je pense à la discussion que nous avons eue avec le collègue slovaque hier, où je lui disais, mais ce qui se passe
en France, en Italie et en Grèce, par rapport à la politique monétaire que nous impose l'Allemagne, c'est vraiment la même chose. Et si on me dit que l'emprise des services sur l'économie libanaise est peut-être semblable à celle de la France, je dirais, mais c'est bien la preuve qu'en France, ça ne va pas du tout. Donc voilà, il y a quelque chose de grave qui se passe là-dessus, du point de vue des rapports entre finance et industrie, et je te rejoins dans ton industrialisme, mais au fond, très franchement, quelles sont les forces sociales et politiques qui pourraient porter ça? Moi, je n'en connais aucune. Imaginons que, par exemple, on se dise, dévaluons cette livre libanaise, adoptons une politique, oui, disons-le, protectionniste, relativement, et ça serait légitime, mais qui soutiendrait cela? Voilà la question que je peux poser à Charles et Noujoud, sachant qu'à mon avis, il n'y en a pas, ou si ça existe, je l'attends. Je lisais les rapports d'Attaque Liban qui se font... mais bon, tout ça, ce sont des gens très marginaux, et je le regrette. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, on peut, tu sais, créer dans les économies ce qu'on appelle aujourd'hui, on ne croit plus tellement à la théorie des avantages comparatifs, on se dit aujourd'hui, on est conscient qu'on peut se créer également des avantages, tout comme on peut se détruire des avantages, on peut se détruire des traditions et des cultures et tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une bonne question. Qui pourrait porter aujourd'hui une renaissance du secteur industriel et agricole? Effectivement, il faut bien chercher. On a quelques success stories quand même dans le secteur industriel, c'est ça qui est étonnant. Des gens qui ont su, en particulier le secteur que tu connais bien, de ces producteurs de groupes électrogènes, parce qu'il fallait pallier aux besoins des gens pendant toute la période des guerres de 75-90, puis ensuite pendant 20 ans, on n'a pas reconstruit le secteur des infrastructures électriques, donc ces gens se sont développés. C'est une industrie aujourd'hui qui marche extrêmement bien et qui exporte. Donc en Syrie, évidemment, maintenant, on exporte des groupes électrogènes à plein tube, vers les pays arabes également. Donc voilà, on a su, sur des besoins de base fondamentaux, donc développer. Et tu as aujourd'hui, c'est une industrie qui marche très bien, tout ce qui est équipement électrique et tout ça. Maintenant, on a aussi d'autres success stories. Il reste quand même quelques empires industriels ici au Liban qui tous ont été construits à l'abri de grosses barrières, de forteresses douanières qui ont pu s'épanouir derrière ça. Et puis au fur et à mesure que ces barrières douanières étaient enlevées, ces gens se sont développés. Tu as des success stories familiales où on est à la 2e ou 3e génération, où on a commencé juste sur le territoire national, protégé par les barrières douanières, et où maintenant on se développe à l'international. On a développé 2 activités annexes, etc. C'est un petit noyau, c'est certain, mais le message, tant que le message de l'élite dirigeante ne dit pas voilà, je suis intéressé à développer le secteur industriel, venez investir là-dedans. Tant que le message est tout ce qui m'intéresse, c'est solidaire, le front de mer, les boutiques de luxe, etc., ça va, on ne va pas aller très loin. Maintenant, aller contre ce lobby n'est pas tellement puissant. Seulement, ce lobby, aujourd'hui, au gouvernement, il est assez bien représenté, il est même surreprésenté. C'est la première fois qu'au Liban, dans un gouvernement de 30 personnes, on a 10%, c'est-à-dire 3 ministres, qui sont directement issus du secteur industriel, un ancien président de l'association des industriels, un dirigeant d'une cimenterie, secteur protégé à 100%. Il est interdit de faire entrer 1 kilo de ciment au Liban. Ce monsieur est ministre de l'économie. Et alors on s'étonne de la lenteur des efforts pour accéder à l'OMC. Naturellement, dans des conditions pareilles, il n'y a pas de quoi s'étonner. Et nous avons un ministre arménien de l'industrie. Alors ça, c'est une communauté, par exemple. Elle serait porteuse. Tu vois. Mais tout ça, ça ne fait pas grand monde, c'est certain. Et les agriculteurs aussi. Les agriculteurs, ils sont plus nombreux. Mais typiquement, une clientèle politique qu'on a intérêt à laisser dans la pauvreté, dans l'analphabétisme, dans le sous-développement social, pour pouvoir l'acheter à bon marché à la veille des élections. Les agriculteurs, malheureusement, c'est aussi ça. Voilà. Je peux... Fabrice ? Une simple remarque. Le taux de développement à Tripoli, par exemple, parce que tu parles beaucoup de boutiques et même de bordel, le taux de développement, y compris dans l'immobilier, est, je dirais, pas très éloigné de celui de Beyrouth. Pourtant, Tripoli, c'est une ville où tu trouves, vraiment, c'est une ville plutôt très conservatrice. Donc là, peut-être qu'il y a là aussi des choses à revoir. Merci. Je dirais, presque tout le monde sait que le Liban est une plateforme de corruption politique et économique.
en quelque sorte, ça a fourni les éléments nécessaires pour sa survie. Donc de ce point de vue, c'est un peu triste, mais c'est une vérité incontournable. J'ai une simple question. Après l'accord de Taïf en 1992, Rafiq Hariri, qui était derrière cet accord avec le soutien de l'Arabie Saoudite, bien sûr le soutien de l'administration américaine, qui est la grande amie de l'Arabie Saoudite, il est devenu, par le transfert de pouvoir du président maronite, il est devenu le maître du pays. Et lui, millionnaire, en liaison étroite avec l'Arabie Saoudite, avec une capitale politique énorme. Pourquoi Rafiq el-Hariri, en 1992, parce qu'il a été Premier ministre pendant plusieurs mandats, n'est-ce pas? Donc il a eu le temps de mettre en place une stratégie économique pour le pays. Pourquoi Rafiq el-Hariri a opté d'investir et d'organiser l'État autour du tertiaire, du secteur tertiaire, et pas autour du secteur premier? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que parce que son éducation en tant qu'homme d'affaires ne fournissait pas les éléments intellectuels pour pouvoir faire ça? Ou est-ce que c'était une décision politique qui annonçait un projet politique saoudien pour le Liban? Effectivement, c'est une très bonne question. C'est délicat de répondre. Il faut avoir assisté de près à certaines réunions où certaines choses se disaient. Et c'est une grande question. Et j'ai eu l'occasion d'interroger des présidents de l'association des industriels à cette question précisément. Nous avons des success stories dans le domaine de l'industrie. Nous avons aujourd'hui même des agriculteurs qui exportent du raisin à Singapour, par exemple, des variétés bien précises. Les planteurs de vin, voilà un domaine qui se développe à toute vitesse, les vignobles, pardon, etc. Pourquoi donc s'être acharné ou bien avoir négligé, donc un acharnement passif, avoir systématiquement négligé les secteurs de production de biens au Liban, n'est-ce pas, primaire, secondaire, industrie, agriculture? C'est une bonne question. Je vous donne des réponses éparses, des anecdotes pour répondre à cette question. Un ancien président de l'association des industriels que j'ai interrogé à la tête d'une délégation d'experts, etc. Il disait: je ne comprends pas, malgré toutes nos success stories, malgré telle histoire, tel succès foudroyant, le domaine des industries électriques, le domaine de ceci, le domaine de cela, de la chimie, etc. Et pourquoi? Je ne comprends pas. Je passe des nuits à réfléchir. Des fois, je me dis, au fond, prenez le répertoire de l'administration centrale des statistiques, casa par casa, département par département, où se trouve l'industrie? C'est très clair, il n'y a pas photo. Elle se trouve dans le Mont Liban. Qui habite dans le Mont Liban? Quelle communauté habite dans le Mont Liban? Et disait donc le président de l'association d'Israël, vous comprendrez, vous aurez tout de suite la réponse. Effectivement, une autre anecdote qui allait dans ce sens-là, un très haut fonctionnaire de l'État libanais qui essayait de faire la promotion, effectivement, avec Rafiq Hariri, de lui dire, lui convaincre, mais c'est pas possible, il y a ce secteur à protéger, c'est de la main-d'œuvre, c'est de la création d'emplois, c'est des classes moyennes qui travaillent, c'est des gens éduqués, typiquement, c'est là qu'ils vont travailler, dans ces secteurs de production de biens, les industries peuvent absorber tous ces diplômés, etc. Réponse, mon cher ami, apportez-moi le catalogue, la brochure, l'association des industriels libanais, je suis curieux de voir qui est au conseil d'administration. Et l'ami haut fonctionnaire qui vient, qui me raconte que le jour où le grand homme s'aperçoit qu'au conseil d'administration, c'est Georges, Antoine, Joseph, Charles, etc. Il dit, bon, on en parlera une autre fois si tu veux bien. Des histoires authentiques. J'ai une question. Des histoires réelles. Hein. Il y a une personne entre moi, etc., qui me raconte des choses pareilles. Qu'est-ce qu'il faut croire? Donc, le président de l'association des industriels voyait dans la destruction des secteurs de l'industrie et de l'agriculture le complot final pour mettre à genoux ce pays, mettre à genoux une communauté qui avait joué un large rôle dans son développement économique au cours des 2 derniers siècles, pousser ces gens sur le chemin de l'exode, appauvrir les gens, parce qu'une fois que vous pouvez les appauvrir, c'est plus facile d'acheter leurs terres, leurs biens, etc., qu'ils ont besoin de vendre pour vivre. Vous pouvez acheter ça, vous et vos amis du Golfe, et puis voilà, le Liban.
qui se retrouvent dans l'orbite du Golfe plus que jamais. D'ailleurs, ça, on peut en parler, c'est un sujet intéressant. Le Liban appartient-il encore à l'espace euro-méditerranéen, comme beaucoup d'amis européens semblent le penser? La réponse n'est pas si évidente, elle est probablement négative, malheureusement. Le Liban est aujourd'hui absorbé par l'économie du Golfe. C'est 20 ans de politique sciemment mise au point, avec des épisodes de ce genre-là, destruction de l'industrie, de l'artisanat, et qui affectent non seulement, et là je réponds à Mohamed, qui affectent non seulement les régions chrétiennes, mais typiquement aussi l'industrie à Tripoli, bastion industriel du Liban, Tripoli aussi. Ouais, non, c'est pas grave, on continuera après. Voilà. Non, il ne faut pas que ça tourne au débat entre deux personnes, vous discuterez en privé. Bon, une dernière question rapide, parce qu'après on a la pause café, donc c'était... Très rapide. Vous avez cité 2002, Paris 2. Je voudrais, si vous pouvez, revenir en détail sur cette conférence de sauvetage et quelle implication a, parce que c'est quelqu'un qui prête de l'argent, et on a vu que les services à la dette est quelque chose de très important, parce que... épuise toute la possibilité de structurer maintenant une économie du deuxième et de première. Je voudrais savoir, c'est qui? C'était à Paris? C'était pas au Liban? C'est qui a prêté l'argent? Si vous pouvez nous expliquer ça. Merci. Écoutez, je n'ai pas vraiment préparé de réponse à ça. Je me suis demandé est-ce qu'on serait interrogé là-dessus. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'au Liban, pendant ce temps, en 2002, personne ne savait rien. Personne ne savait que l'État était au bord de la faillite. C'est des années après que je l'ai appris par des collègues d'institutions internationales qui, eux, avaient accès aux chiffres. Je vais vous dire une chose, la Banque du Liban ne produit plus, ne publie plus au Liban ses comptes de pertes et profits depuis 2001. Vous êtes dans une économie totalement opaque. En particulier, et là je voudrais répondre aussi un mot pour Jérôme, lorsque vous fixez votre taux de change avec le n'est-ce pas, livre libanaise, dollar, au lieu de laisser fluctuer votre monnaie, la fluctuation de la monnaie, le taux de change Liban-dollar, n'importe quel petit boutiquier, n'importe quel passant dans la rue le connaît. Vous fixez ça, quelle va être la variable d'ajustement? La variable d'ajustement, ça va être les réserves de change. Et ça, personne ne les connaît et ce n'est publié nulle part. C'est tellement plus facile de cacher, de dissimuler l'état de l'économie, et en particulier la confiance, n'est-ce pas, qu'inspirent les dirigeants au marché, à la population, aux investisseurs potentiels, lorsque vous avez un taux de change fixe et que les variables d'ajustement, ce sont les réserves en devises de la Banque centrale, auxquelles, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas accès. Vous ne les trouvez nulle part. Vous avez des chiffres qui agrègent toutes sortes de trucs, inclus les réserves obligatoires qui sont imposées aux banques par la force. C'est compté dans les réserves en devises de la Banque du Liban. Mais ce que la confiance qu'inspire le gouvernement libanais, ça, vous ne le savez pas, il n'y a aucun indicateur monétaire pour le savoir. Et à l'époque, en 2002, novembre 2002, au Liban, personne ne se doutait de rien. Et ça veut dire que l'État libanais a accepté d'être sauvé par des capitaux étrangers sans que la population soit consultée. Et maintenant, ils sont en train de payer 44, j'ai vu, entre 44 et 47 des services à la dette chaque année sans qu'il y ait une consultation politique de la population. Oui, quelqu'un a dû signer. Ah oui, absolument. Ça veut dire... Quelqu'un a dû signer et on sait qui a prêté. C'était des capitaux qui venaient sûrement pas. Je ne sais pas, on peut pas. Il n'y a rien fait sur ces capitaux-là. C'est-à-dire, on ne sait pas qui a prêté l'argent et qui est en train de répondre en arrière parce qu'on paye à quelqu'un les services à la dette. Dans les publications officielles, en tout cas, vous ne trouverez rien. Si vous ouvrez les bulletins de la Banque du Liban, l'Association des banques, vous ne trouverez aucune information à ce sujet. Ouais. Ouais, les prêteurs un à un, en détail, non.